Voilà, Jean-Marie, c'est à vous pour une petite heure de débat avec le public. Merci, eh bien, ravi d'être avec vous. Je ne vous vois pas vraiment, mais je vous sens, je vous devine. Et c'est un vrai plaisir, et je ne vous cache pas que c'est la première fois. J'ai souvent l'habitude de faire des conférences, mais dans un théâtre comme ça à l'italienne, c'est la première fois et c'est très agréable. Donc, on m'a demandé de parler avec vous, d'échanger sur quelle pourrait être l'agriculture, ou d'ailleurs j'aurais dû mettre les agricultures demain. Donc, je vais échanger avec vous quelques idées, quelques réflexions, et puis après on va débattre. Et donc, je compte beaucoup sur vos questions pour éclairer ce débat. Un premier préalable avant de démarrer, ce que je vais vous dire, donc, c'est des réflexions, de la veille, de la prospective. Et la veille, la prospective, c'est ce qu'il me semble qu'il va arriver. Ce n'est pas forcément ce que le citoyen Jean-Marie Serroni souhaite. Vous voyez, c'est bien, et on est chacun comme ça. Hein. Vous êtes, certains d'entre vous, chefs d'entreprise, agriculteurs ou dans d'autres métiers. Vous prenez les décisions dans le monde tel qu'il est, pas forcément dans le monde tel que vous souhaitiez qu'il soit. Après, il faut être cohérent, bien sûr, dans ses actes, entre ses valeurs et ce qu'on fait. Mais il faut intégrer complètement l'environnement. Alors, je vais intervenir en plusieurs points. D'abord, les grands enjeux. Je crois qu'on ne peut pas comprendre, et l'actualité en plus nous y renvoie, les grands enjeux. 4 révolutions qui sont en cours dans le monde agricole. Quelques éléments sur l'évolution des choix politiques en matière agricole. Et puis vers où ça nous mène, ou vers où ça peut nous mener. Puisque bien évidemment, l'avenir, vous le savez, il ne se prédit pas, il se construit. Alors, 3 enjeux majeurs. Et je crois qu'il faut vraiment, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais il faut vraiment l'avoir en tête quand on réfléchit sur l'avenir de l'agriculture, avec cette particularité, je ne sais pas, mais aujourd'hui, il me semble, je fais abstraction de la campagne électorale, ou de la non-campagne, mais on n'a jamais autant parlé, autant réfléchi autour de l'agriculture que ces dernières années. Moi, je ne suis pas du tout d'origine agricole, ça fait 40 ans que je travaille dans le monde agricole. Quand j'ai démarré, que j'ai fait l'agro, une grande école, les gens me disaient « mais qu'est-ce que tu vas foutre dans le monde agricole ?» Ça n'intéressait personne il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est au cœur de beaucoup de problématiques, notamment par rapport à ces 3 enjeux. Premier enjeu, bien sûr, c'est le climat, le changement de climat. Je ne vais pas vous faire un cours sur le changement climatique, mais une image qui vous donne, et vous allez vous situer géographiquement, qui vous donne, qui parle tout seul. 2000, 2100, ce qui est en rouge, c'est le climat méditerranéen. Il va quasiment jusque chez vous. Bon, et après, il y a l'effet d'altitude, bien sûr. Mais autrement, il remonte. Le climat montagnard se réduit. Le climat dit aquitain, océanique, s'agrandit sur une grande part du territoire national. On se bat pour ne pas dépasser 2 degrés. Enfin, on dit 1,5, mais si on fait 2 degrés, c'est bien à la fin du siècle. On peut se dire, notamment moi qui suis normand, mais qui suis d'origine bordelaise, 2 degrés de plus en Normandie, on est plutôt à voter pour. Mais c'est une grosse bêtise. Parce que quand on dit 2 degrés, ça ne veut pas dire 2 degrés en Normandie. C'est 2 degrés en moyenne sur l'ensemble de la planète. Or, les 2 tiers de la planète, sont des océans qui se réchauffent moins. Donc et 2 degrés, c'est la température moyenne sur l'année. Donc ça veut dire chez vous, ça veut dire chez moi, des étés où il fait parfois 40, voire plus. Ça veut dire à Montpellier, un climat quasi semi-aride. Donc c'est majeur. Et pour des raisons, on peut se dire, mais pourquoi on se bagarre pour 1,5 degré ou 1 degré? Ça fait des différences d'impact considérables. Et l'agriculture est au centre de cette question-là. Parce qu'elle a la particularité d'être une des causes, un des remèdes et la première impactée. C'est une des causes, parce que vous savez que le réchauffement climatique, le changement climatique, on dit souvent le réchauffement, mais ce n'est pas partout du réchauffement d'ailleurs, le changement climatique, c'est principalement les gaz à effet de serre. En France, 1/4 des gaz à effet de serre, 1/4, passe par votre assiette et la mienne, passe par notre assiette. 20% d'origine agricole et 5%, c'est quand on va faire nos courses, c'est la transformation, etc. Donc 20%, c'est énorme. Et dans ces 20%, il y a 20% qui sont du gaz carbonique, donc ce n'est pas un enjeu majeur en matière agricole, et 40% qui sont du protoxyde d'azote, donc lié à la fertilisation principalement, des engrais, mais aussi
des matières organiques, et le méthane, principalement les ruminants. Donc la diminution du méthane et du protoxyde d'azote est un enjeu majeur pour demain. Et le stockage du carbone, dont on parle beaucoup, mais qui ne concerne que le CO2, hein, le méthane et le protoxyde d'azote, quand ils sont émis, on ne peut plus les arrêter. Le CO2, il n'y a aujourd'hui que la photosynthèse pour le capter. Il n'y a que les plantes pour le capter. Les solutions chimiques industrielles sont en test, mais elles ne sont pas opérationnelles économiquement. Or, la photosynthèse, c'est quoi? C'est la forêt, c'est les algues dans la mer et c'est l'agriculture. Et c'est en ce sens que l'agriculture est un enjeu majeur contre le réchauffement climatique. Et donc, tout ça, ça va modifier les pratiques agricoles, ça va modifier certaines zones de production. Il va y avoir des stratégies d'évitement, notamment entre les cultures d'été et les cultures de printemps. Bien sûr, l'enjeu de l'eau et de l'irrigation, avec le fait qu'on a besoin d'irriguer au moment où tout le monde a envie d'eau. Hein, donc il y a des tas d'arbitrages territoriaux là-dessus. Le changement climatique augmente l'incertitude, les variations de cours, les variations de prix, donc les risques pris par les agriculteurs. Ça modifie les équilibres géocommerciaux, et cette slide ne date pas d'il y a 3 jours, quand je parle de la Russie. Mais, donc ça va être plus difficile dans les pays du Sud, et la Russie et les pays de la mer Noire vont voir leur potentiel céréalier considérablement augmenter. Pour eux, c'est favorable à l'agriculture. Les pays du Sud, c'est défavorable. Les pays de la grande mer Noire, c'est favorable. Et donc, derrière, ça va modifier en profondeur les politiques agricoles. Deuxième impact, deuxième enjeu, c'est la démographie. Bon, vous savez que nous sommes 7 milliards et demi, quelque chose comme ça. On imagine qu'on va monter entre 10 et 11 milliards, puis après on va légèrement diminuer. Par contre, en Europe, on va baisser de population. Donc on ne peut pas comprendre les évolutions de la politique européenne si on n'a pas ça en tête. Vous avez là les perspectives, une étude qui a été faite pour le Parlement européen, alors à l'horizon assez loin, hein, à 80 ans. Mais les gens qui auront 80 ans en 2100, ils sont nés aujourd'hui, hein, pour la plupart. Enfin, pour ceux qui ont 80, ils sont nés aujourd'hui. Et vous voyez que, bon, nous, on a une vision très particulière de la France, puisqu'on a une démographie qui ne baisse pas. Et ça intègre l'immigration, cette affaire-là. Mais vous regardez les pays du Sud, ils sont déjà en baisse de population. Déjà. Les pays de l'Est aussi. Et les pays d'Europe du Nord continuent à progresser en population. Mais cette baisse de population, elle est tempérée aujourd'hui parce qu'on vit plus longtemps. Donc si on vit plus longtemps et que la population baisse, ça veut dire que la moyenne d'âge augmente considérablement. Et qu'est-ce que ça veut dire que la population augmente considérablement? On ne mange pas de la même manière. J'ai 65 ans, ma femme aussi, nous ne mangeons pas de la même manière que nous mangions quand nous avions 40 ans. Donc, ça a un impact derrière sur l'agriculture. Et je vois mes enfants qui sont des jeunes adultes, ils ne mangent pas du tout comme nous mangeons quand nous avions leur âge. Ils mangent beaucoup moins de viande. Beaucoup moins de viande. Ils en mangent, mais beaucoup moins. Et c'est à peu près général. Donc ça annonce des basculements absolument extrêmement importants. Troisième enjeu, et vous voyez, et là je suis bien à vous dire les enjeux auxquels répond l'agriculture. Hein, le climat, la nutrition, on est vraiment au cœur de la question de la modernité. Et là, le troisième élément, c'est la santé publique. On vit plus longtemps, et l'important c'est de vivre plus longtemps en bonne santé. Et on sait aujourd'hui, on en est convaincu, quand j'étais jeune, on le savait, on n'est pas convaincu, que notre hygiène de vie c'est essentiel sur les conditions, notamment dans le dernier tiers de notre vie. Et dans l'hygiène de vie, il y a l'alimentation. Et vous avez là, je vais être rapide parce que c'est une courbe qui n'est pas très compliquée, vous avez les bâtons là, c'est des tranches de revenus. Moins de 900 euros, revenus mensuels. Plus de 5 000 euros. Et vous avez le taux de prévalence de l'obésité. Vous voyez que c'est inversement proportionnel, c'est en France, hein, c'est inversement proportionnel aux revenus. Donc les gens qui gagnent mieux ont une alimentation plus équilibrée. Donc c'est un enjeu de la nutrition, et donc derrière l'agriculture, est un enjeu de santé publique et de santé, parce que pour reprendre un terme à la mode, repris par le plus haut personnage de l'État, ça coûte un pognon de dingue, cette affaire-là. Et donc l'agriculture est une façon d'y répondre. 5 fruits et légumes par jour. Et le deuxième chose, si vous regardez l'évolution, là c'est les flèches vertes, c'est l'évolution sur, je ne sais plus combien, entre 1997 et 2012.
l'évolution sur 15 ans, vous voyez que dans les gens sur lesquels la prévalence est la plus forte, c'est là où l'augmentation est la plus élevée. Donc le système s'accentue, s'aggrave. Donc la question de la nutrition, qu'est-ce qu'on mange, et donc qu'est-ce qu'on produit pour manger, est essentielle pour demain. Donc l'agriculture est vraiment au cœur de ces questions de modernité, enfin de questions d'actualité et de modernité. Quatre révolutions agricoles que les agriculteurs sont en train de vivre simultanément. La première révolution, si on n'avait pas compris l'actualité de la semaine, enfin depuis 10 jours, on vit dans un monde globalisé. Ce qui se passe sur les marchés laitiers dans le Jura, peut-être pas trop sur le marché du Comté, mais dans le Jura ou dans d'autres départements, est très dépendant de ce qui se passe en Chine, de ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, de ce qui se passe aux États-Unis. Sur les céréales, on est très dépendant de ce qui se passe sur les bords de la mer Noire, on le voit bien aujourd'hui, ou de ce qui se passe aux États-Unis également. Donc on vit dans un monde globalisé. Et donc ça veut... Pardon. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des cours et des résultats d'exploitation de plus en plus, qui fluctuent de plus en plus. Vous avez là une courbe d'une catastrophe, c'est le revenu. Vous voyez, ce sont des chiffres nationaux, on parle souvent de la crise de l'agriculture. Quand vous voyez cette courbe, vous vous dites, mais il n'y a pas de crise. Là, on est sur 40 ans, un indice 100, corrigé de l'inflation, le revenu, en gros, le revenu par agriculteur. Depuis 2005, il est en progression constante. Et il n'a jamais été aussi élevé. 2020, c'est par là. Et pourtant, l'agriculture, tout le monde dit qu'elle est en crise. Ça, c'est le revenu des agriculteurs qui reste. Hein. Par contre, vous voyez, regardez, on pourrait y passer la soirée, mais... oh là, je me trompe de case. Regardez, là, il y a une rupture. Regardez, bon là, ça monte, ça stagne, mais ça bouge peu d'une année sur l'autre. Regardez depuis. Il y a des écarts de plus ou moins 20% par rapport à une tendance. Donc la gestion de l'exploitation agricole, elle ne peut plus se faire comme avant. Vous pouvez avoir des écarts de 40%, n'importe quel salarié ne supporterait pas ça aujourd'hui. Vous pouvez avoir des écarts de 40% d'une année sur l'autre quand une bonne année suit une mauvaise ou vice-versa. Donc on ne peut pas gérer son entreprise de la même manière, et ces variations, c'est dû au cours et c'est dû au rendement qui sont plus variables qu'avant, et c'est aussi lié au prix des fournitures qui sont aussi plus variables qu'avant. Tout varie. Et ça veut dire que c'est la courbe. Là, vous avez, c'est les variations sur un département un peu loin de chez vous. Là, c'est dans le Loiret. Vous avez les variations des résultats par personne entre les exploitations agricoles. Vous voyez, là, on est négatif, moins 40 000, là, et là, on est positif à plus 50 000. C'est dans un seul département. Et c'est uniquement sur les exploitations de grandes cultures qui n'ont pas de légumes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, je vous montrerai ça par exemple, sur le lait à Comté. Les écarts sont moins importants, mais c'est à peu près la même chose. Je n'ai pas vu, mais j'en suis absolument certain. C'est partout comme ça, dans tous les départements, dans toutes les productions. Parce que quand les choses varient, il y en a qui s'en sortent bien et d'autres qui plongent. Et la crise, elle est là. Donc l'enjeu demain, c'est de savoir piloter, j'y reviendrai à la fin, c'est de savoir piloter dans la diversité, dans l'incertain quelque part. La deuxième révolution, elle est technique, c'est la question de l'environnement, c'est produire plus et mieux. En respectant une agriculture plus naturelle. Je ne suis pas en train de dire une agriculture biologique systématiquement, mais une agriculture plus naturelle, qui utilise davantage des régulations naturelles, qui a moins recours à la chimie, un peu comme en médecine, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Mais c'est un peu la même idée. Troisième révolution, elle est commerciale. Il ne s'agit pas, on dit souvent de la fourche à la fourchette, je ne sais pas si ça se dit par chez vous, mais non, c'est de la fourchette à la fourche aujourd'hui. Il ne s'agit pas de vendre ce qu'on a produit, mais de produire ce que le consommateur attend. Et ce que le consommateur attend, c'est une production, enfin un type mais c'est aussi une façon de le produire. L'exemple type, c'est les œufs. Les grandes surfaces aujourd'hui ne proposent que des œufs de poules élevés au sol. Ce n'est pas la réglementation. C'est parce que le consommateur le demandait. Donc quand je dis s'adapter au consommateur, c'est aussi les techniques de production. Il faut qu'il accepte d'y mettre le prix.
Quatrième révolution, elle est technologique. Alors, c'est bien sûr toute la mécanisation, les robots, les automatismes, le numérique, l'agriculture de précision, mais c'est aussi des révolutions qui sont devant nous en matière de connaissances biologiques. Vous savez que nous avons tous un microbiote. Quand j'étais jeune, on le savait plus ou moins, mais on n'y faisait pas attention. Aujourd'hui, on y fait plus ou moins attention, pas encore suffisamment, mais on sait que le microbiote d'un tel, il est différent et que ça conditionne en grande partie nos performances. Et bien sur les plantes, bon, les animaux, bien sûr, c'est pareil. On ne sait pas encore vraiment s'en servir, mais c'est pareil. Et sur les plantes, c'est pareil. Les plantes ont un microbiote sur les racines, il y a un microbiote dans le sol, il y a un microbiote sur la feuille, il y a un microbiote dans la semence. Et tout ça, c'est des éléments dont on va demain savoir se servir pour produire davantage, avec plus d'efficacité et moins de produits chimiques. Donc il y a une révolution qui n'est pas que technologique, mécanique. Quelle politique à long terme derrière ça? Comment les choses peuvent évoluer? On a pour la première fois depuis très longtemps une feuille de route européenne qui est la neutralité carbone en 2050. C'est une décision des 27 chefs d'État, enfin 28 à l'époque, mais 27 maintenant, chefs d'État, sur la neutralité carbone. Ça veut dire qu'en 2050, par rapport à ce que je vous expliquais sur les gaz à effet de serre, par rapport à 2050, on n'émettra pas plus que ce que l'on peut stocker. Et donc, alors on peut dire oui, mais, en fait, c'est l'accord de Paris. Hein, vous savez que, j'en parlerai juste après là, sur les questions d'Ukraine, il y en a qui se disent mais il ne faudrait pas se poser ces questions, c'est plus important de manger, il faudrait arrêter les orientations politiques. La neutralité carbone, si ce que les savants, les scientifiques disent sur le GIEC est vrai, ce que je pense, c'est d'un ordre supérieur à tout, ça, le maintien de la planète, enfin des conditions de vie sur la planète. Et donc, cette neutralité carbone, sur l'agriculture, elle va impliquer, d'abord pour nous, pour vous, pour moi, pour tout le monde, ça va impliquer des changements considérables sur nos modes de déplacement, sur nos logements, hein, les passoires énergétiques. Enfin, il y a énormément d'actions qui sont en train d'être initiées par la Commission européenne pour contribuer à cette neutralité carbone. Mais ça veut dire demain, en 2050, en gros, tous les secteurs n'auront plus le droit d'émettre de gaz à effet de serre. Il n'y a que l'agriculture qui pourra en émettre. Parce qu'on ne peut pas faire d'agriculture si on n'en émet pas. Mais il faudra en émettre 2 fois moins. Donc c'est extraordinairement contraignant. Et en même temps, l'agriculture devra stocker 2 fois plus de carbone dans le sol. Donc ça va orienter considérablement l'ensemble des politiques, mais en particulier sur l'agriculture. Et comme je vous disais tout à l'heure, qu'au niveau de l'Union européenne, on sera moins nombreux, plus vieux, qu'on consommera moins. Donc on aura moins de besoins. Donc ça va libérer des hectares. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et donc on a un choix politique. Alors, c'est vraiment la politique au sens noble, stratégique du terme. On peut dire on continue à produire autant pour exporter davantage. Et la question se pose tout de suite. Hein. Et c'est la question non pas de souveraineté, comme on dit, mais de sécurité alimentaire, notamment à nos portes, hein, des pays qui sont très importateurs autour de la Méditerranée. On peut décider de produire un peu moins, en mettant moins d'intrants, en baissant les rendements pour protéger notre environnement. On peut décider de retirer des terres à l'agriculture, de les mettre en nature, de les mettre en forêt, voilà. Et enfin, on peut décider aussi de faire des productions agricoles qui ne sont pas alimentaires. Donc, c'est un équilibre entre tout ça, et cette baisse de besoins sera accentuée par toutes les actions qui sont menées contre le gaspillage alimentaire. Vous savez, aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas, en France, on perd 20% de la production. Entre la sortie de la ferme, après la sortie de la ferme, il y a 20% qui n'est pas consommé. C'est ce qu'on jette dans les cantines, ce qu'on jette à la maison, voilà. Et donc il y a des tas de plans d'action. Et si on diminue de moitié ces pertes, ce qui est l'objectif, ça veut dire en gros
c'est l'équivalent de 10% de production supplémentaire. Enfin, c'est 10% de perte en moins. Et ça a un effet sur le bilan carbone considérable. Hein, donc, c'est des marges de manœuvre extrêmement importantes pour l'avenir. Alors, il se pose derrière, je vais quand même, ce qu'on avait convenu avec les organisateurs, dire quand même 2 mots de ce qui se passe tout de suite là, en Ukraine et en Russie. Alors, pas sur l'aspect géostratégique et militaire, que je suis totalement incompétent, mais sur l'aspect strictement agricole. Parce qu'on est en train de se dire, mais est-ce que toute la politique européenne, j'étais au salon de l'agriculture la semaine dernière, ça n'arrêtait pas, tout le monde disait, ouais, il faut arrêter, il faut continuer à produire, il faut... Bon, qu'est-ce qui se passe au plan strictement agricole? C'est vachement important ce qui se passe. La Russie et l'Ukraine, c'est 15% de la production mondiale de blé. Et c'est 30% du commerce mondial de blé. C'est énorme, 30%. C'est 70% du commerce mondial de tournesol, 50% de la production. C'est 15 ou 20%, parce qu'il n'y en a pas en Russie, mais enfin très peu, c'est 15%, je crois, du commerce mondial du maïs, l'Ukraine. Donc c'est extrêmement important. Et par ailleurs, bien sûr, la Russie, c'est un grand producteur de gaz. Et vous remarquerez dans tout ce qui se passe, pour l'instant, on n'a pas touché au gaz. Parce qu'on en a énormément besoin en Europe. Hein. On est le plus gros client de la Russie. Mais c'est aussi un gros producteur d'engrais. Et le gaz est une composante essentielle des engrais azotés. Donc derrière ça, je crois que pour réfléchir, après chacun se fait ses idées, mais il faut bien séparer ce qui est du très court terme, c'est-à-dire là les semaines qui viennent, ce qui est du court terme, c'est-à-dire 1 ou 2 ans, et ce qui est du moyen terme sur les impacts. Bon, le très court terme, en France, on n'a aucun risque pour notre alimentation. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire et qu'on se fasse peur. La France exporte la moitié de ses céréales, la moitié. Donc on n'a aucun souci. On ne sait pas le stock de céréales qui reste en Ukraine. L'Ukraine est un gros producteur, il y a eu une très bonne récolte, mais par contre, toute la logistique est foutue en l'air. Hein, je crois que j'ai une carte. Voilà. Donc, la Crimée, c'est là, hein, l'Ukraine, c'est ça. Bon, là, ils sont en train de se battre. Là, c'est la mer d'Azov. Là, il y a un gros... Miropoul, la ville dont on parle beaucoup, là. C'est un... Mariupol, voilà, vous voyez, c'est par là. Hein, c'est un grand port d'exportation, c'est par là. Hein, et Odessa, dont on parle beaucoup, c'est quelque part par là. C'est quelque part par là. Hein. Sachant que, donc là, il y a caché par le... Là, il y a un détroit qui est condamné, et là, tout doit passer par là, et c'est fermé aujourd'hui. Donc il y a un énorme problème pour exporter, au-delà de l'aspect guerrier, exporter, puisque les exportations, les installations sont a priori détruites. Et de ce qu'on dit, mais on n'en sait pas trop, enfin moi j'en sais rien, mais ce qu'on dit, c'est que les ports auraient été minés et les Ukrainiens ont coulé des bateaux pour pas que les navires puissent arriver par là. Donc ils ne peuvent pas sortir non plus. Donc à très court terme, il y a une vraie question, à la fois pour les Ukrainiens eux-mêmes et pour les marchés qu'ils avaient à très court terme. Par contre, il n'y a pas du tout de problème de sécurité pour nous. Après, sur l'horizon, allez, entre maintenant et 2 ans, la grosse question, c'est est-ce que les Ukrainiens vont pouvoir semer là au printemps? Vraisemblablement non. Vraisemblablement non. D'où toutes les questions qui sont faites, et que personnellement, alors je donne mon avis sur, juste là, je pense que ça, il faut le faire, c'est de dire en Europe, enfin dans les autres pays européens, on doit utiliser toutes les terres disponibles pour cette campagne. Mais ça ne change pas la stratégie. Là, c'est un problème à court terme hein, de production. Après, se posent des grosses questions pour la campagne suivante. Elle se pose des questions sur nos propres approvisionnements à nous en engrais. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait trop rien aujourd'hui. Hein, est-ce qu'on aura suffisamment d'azote? Moi, je pense que oui, mais c'est compliqué. Donc ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, c'est assez compliqué à comprendre, c'est la question des semences.
parce que nos... Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions-là, mais on m'a expliqué ça, les semenciers. Les semenciers français font faire de la multiplication d'une partie de leurs semences en Ukraine. Donc elles sont perdues. Donc il y aura un manque pour les emblavements 2023. Enfin, automne 2022, les céréales d'hiver, ça ne devrait pas poser problème, mais au printemps 2023, notamment de tournesol. Voilà. Donc ça, c'est un... Après, c'est les conséquences à moyen terme. Moi, je crois qu'on aura des... Mais là, c'est mon avis. Hein, on aura des conséquences pendant 2 ans. Après, quels que soient les cas de figure, on se remettra à commercer avec la Russie. Il faut qu'on soit... Enfin, je vois mal, sachant que la Russie est aussi un client pour nous. Hein. Après, on va avoir des questions de débouchés. Et vous vous souvenez de l'embargo qu'il y avait eu au moment de la Crimée? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un embargo russe qui a bloqué nos exportations. Donc les producteurs de lait, les producteurs de viande ont été embêtés. Et ça a eu le principal effet que ça a fait décoller l'agriculture russe qui plongeait après la chute du mur. Et ils sont devenus les premiers exportateurs mondiaux de céréales. Donc la question de l'Ukraine et de la Russie, ça change, mais je pense personnellement pas que ça change sur le long terme. Et que donc les stratégies européennes doivent s'adapter évidemment, enfin les tactiques doivent s'adapter, mais la stratégie de long terme au niveau de l'environnement et du changement climatique, je pense qu'il ne faut pas la changer. Là, pour vous montrer les effets à très court terme, là vous avez le prix du blé sur assez longue période, hein, sur 15 ans, pour vous montrer un peu. Donc là, on est à 100 € tonne. Hein, donc en 2009-2010, c'est descendu là. Là, on est à 200. Là, on est à 300. Je ne sais pas si ceux qui ne sont pas dans le monde agricole, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire quand vous vendez un produit et que le prix peut varier de 1 à 3. Bon. De 1 à 2, 1 à 3, c'est quand même pas fréquent. Et là, on est aujourd'hui sur les cotations du mois de mai. Donc déjà, on était sur des prix élevés, hein, vous voyez. Là, ça n'a rien à voir avec la crise russe. Hein. On était déjà très élevés, hein, parce que les Chinois importent beaucoup, ils ont relancé leur production porcine, et il y a des prévisions de récolte pas terribles, parce que vous savez qu'un marché, dans quelque sorte, il anticipe. Donc il y a des prévisions de récolte pas bonnes en Argentine, et je crois en Chine. Et donc là, par contre, là, depuis une semaine, le blé, la cotation à 2 mois, elle est à 400 €. Donc, ce qui pose énormément de problèmes pour les agriculteurs pour lesquels les céréales sont une charge. Les éleveurs, les producteurs de porc, les producteurs de volailles. Alors, à partir de là, vers où va-t-on? Donc, mais ça, après, c'est chacun qui fait un peu ses interprétations. Moi, je crois qu'on va vers une agriculture plus naturelle. Et volontairement, je n'emploie pas le terme d'agriculture biologique, parce que ce n'est pas que ça. Une agriculture plus naturelle, plus systémique, plus compliquée en savoir-faire, et utilisant moins de chimie. Parce que j'ai un parasite, je fais un traitement, enfin, c'est pas compliqué. C'est pas toujours simple, parce que le traitement, il faut le faire au bon moment, à la bonne dose, avec la bonne hygrométrie, etc. Mais c'est relativement maîtrisé depuis une 60aine d'années. Se dire, je ne pratique plus ça, mais je fais des associations d'espèces, je fais en sorte qu'il y ait des parasites de mes parasites en bordure de mes parcelles pour manger les parasites qui m'embêtent. Je mélange plusieurs variétés pour qu'il y en ait une qui soit attaquée et les autres soient protégées. On commence à avoir des systèmes d'odeur que l'on répand qui attirent, soit qui repoussent les parasites, soit qui attirent les prédateurs des parasites. Hein, vous voyez, donc tout ça, en gros, c'est de la haute technologie biologique. Hein, je pense que c'est vraiment une des évolutions vers lesquelles on va, avec l'autre qui est de produire le maximum de biomasse sur une parcelle, hein, et de couvrir les sols toute l'année pour que la photosynthèse travaille toute l'année. Et donc ça, on va vers ce que j'appelle une désimplification tous azimuts. En gros, si je
compare avec l'industrie que je ne connais pas bien très bien, mais ça revient à faire des petites séries. Quand on segmente, dans la production laitière, si je fais du lait bio, du lait A2, du lait... mon process industriel est plus compliqué, mon process de collecte est plus compliqué, et au niveau des producteurs, je vais multiplier les variétés que je vais cultiver, je vais multiplier les espèces que je vais cultiver pour faire des rotations plus longues. Donc tout ça, ça complexifie le métier. Travailler avec la nature davantage qu'avec la chimie, c'est quelque chose qui complique et qui complexifie le métier. Qui le rend sûrement, enfin j'en suis absolument convaincu, je suis un agronome moi, au départ. Hein, mon tout premier métier, j'étais conseiller en production céréalière. Mais donc cette agronomie, cette zootechnie biologique est absolument passionnante, mais elle est plus complexe. Deuxième évolution, je crois qu'on va vers des agricultures. Alors ça aussi, c'est une complexité. C'est une complexité sur vos territoires aussi. On a sans doute trop homogénéisé, trop simplifié. On va vers des agricultures de plus en plus diverses. Et cette diversité, on va la retrouver sur les types de marchés. Donc là, je fais une toute petite pub pour ma zone, non pas de naissance, mais dans laquelle je vis aujourd'hui, qui est la belle ville de Bayeux. Vous avez à Bayeux, à côté de Bayeux, une usine. Je trouve que c'est Lactalis, il y a une usine Danone aussi à côté. On est un gros secteur producteur de lait, la Normandie, bien sûr. Donc qui produit pour le marché national, mais aussi pour l'exportation. Et on a, tous les samedis matins, comme j'imagine chez vous, ça dépend des jours, mais un très grand marché où tout le monde vient s'approvisionner, et il y a de plus en plus de produits laitiers fermiers. Et parfois, c'est les mêmes qui livrent une partie, qui transforment une partie pour les Bayeuxins et qui en exportent une autre. Donc on va vers des diversités de marchés, et l'export n'est pas le débouché de nos excédents dont on ne sait pas que faire. C'est des marchés à part entière. Deuxième diversité, c'est les systèmes techniques. Donc, je n'aime pas opposer le bio et le conventionnel, parce qu'il y a toute une palette de systèmes techniques différents aujourd'hui qui est en train de se mettre en place. Donc là, c'est donc une diversité dans les façons de travailler l'agriculture, et notamment de faire des produits avec des méthodes différentes, correspondant à des segments de clients différents. Je crois qu'on va aussi vers des agricultures, on va sur des fermes plus grandes. Je crois qu'il faut qu'on accepte qu'il y ait des fermes plus grandes. On ne va pas sur une augmentation générale des fermes. Je pense qu'il faut qu'on accepte qu'il y ait des fermes plus grandes. Mais il faut aussi qu'on accepte qu'il y ait des fermes toutes petites. Et qui sont de vraies entreprises. Qui produisent avec une très haute intensité en travail, alors que les autres fonctionnent avec une très haute intensité en capitaux. Et ça va s'accélérer parce que vous savez qu'aujourd'hui, vous avez peut-être aujourd'hui à peu près un tiers des gens qui s'installent en agriculture dont les parents ne sont pas agriculteurs. Quand j'ai démarré, moi, ça n'arrivait pratiquement jamais. Et ces gens-là, et puis les fils et filles d'agriculteurs qui s'installent, ont très souvent fait un autre métier avant. Donc ils ont une autre vision. Et une vision qui est beaucoup plus marché. Mais marché, y compris marché de proximité, consommateur, zone de chalandise. On va aussi avec des parties prenantes de plus en plus différentes, de plus en plus variées. Il va y avoir des investisseurs en agriculture. Les agriculteurs aujourd'hui ne sont plus obligés d'acheter le foncier. C'est assez facile de trouver des gens pour l'acheter à leur place et leur louer. La grande distribution s'intéresse de plus en plus. Carrefour a un service agronomique, fait des essais sur les techniques de production, parce qu'il considère que la transition vers l'agriculture plus naturelle ne va pas assez vite par rapport à ce qu'ils souhaiteraient pour leurs clients. Donc on va vers des parties prenantes différentes. Et il faut que nous, monde agricole, on l'accepte. Il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi, mais il faut aussi qu'on l'accepte. Je crois que les territoires vont avoir un rôle de plus en plus important à l'agriculture. Bien sûr, l'agriculture a toujours été localisée. Mais les solutions agricoles, demain, seront beaucoup plus localisées. Aujourd'hui, on fait des céréales de la même manière dans le Lauragais à côté de Toulouse, en Picardie, chez moi dans la plaine de Caen. Dès lors qu'on est sur des agricultures plus naturelles, on est beaucoup plus lié au milieu dans lequel on est. Donc ces agricultures seront plus localisées. On parle, j'imagine qu'il y en a dans votre département, de systèmes alimentaires, de programmes alimentaires territoriaux. Donc l'alimentation va jouer sur le territoire et va jouer sur l'agriculture du territoire.
Donc on est sur des situations de plus en plus situées, ce qui envoie derrière la question, il y a sûrement des élus parmi vous, à la question de la façon dont on gouverne ces territoires à l'échelle inférieure au département. J'étais conseiller communautaire, je sais qu'aujourd'hui on ne sait pas faire. Du moins par chez moi, on ne sait pas faire. Et enfin, je crois que l'importance des hommes et des femmes de l'agriculture a toujours été importante, mais elle sera encore plus demain qu'aujourd'hui. Il y a besoin de compétences de plus en plus élevées, mais surtout de plus en plus variées. Aujourd'hui, si on est un bon technicien, point, on ne s'en sort pas. Sauf si on a quelqu'un qui vous guide. Avant, on pouvait. Donc, les compétences sont de plus en plus importantes. Il y a des décisions à prendre. Il faut innover, puisque le système ne pourra pas rester tel qu'il est. Il faut aussi des compétences relationnelles pour travailler avec ses voisins, travailler avec ses élus, commercer, travailler avec ses fournisseurs. Et donc, je crois que ce que j'appelle, on avait travaillé là-dessus quand j'étais au CERF France, ce que j'appelle l'agriculture collaborative, c'est-à-dire le fait, pas forcément de fusionner, mais d'avoir des projets en commun à plusieurs pour répartir les risques, pour associer les compétences. Moi, quand j'ai longtemps dirigé une entreprise, je travaillais avec une autre entreprise, deux autres entreprises, parce qu'il y avait des compétences qu'on n'avait pas, pourtant on était 200 dans l'entreprise, notre entreprise utilisait nos compétences et nous, on utilisait les leurs qui étaient complémentaires. Hein, donc le fait de travailler ensemble, alors l'exemple, c'est l'assolement commun. On avait les sociétés civiles laitières. Voilà, porter des projets ensemble, ça me paraît un élément majeur pour demain. Pour conclure, je voudrais conclure, vous voyez, c'est un peu équilibriste hein, là-dessus pour prévoir l'avenir, mais j'ai quelques certitudes, j'ai une ou deux interrogations, enfin plus qu'une ou deux, mais des champs d'interrogation, et puis j'ai une conviction très forte par laquelle je terminerai. J'ai quelques certitudes, donc là je m'engage. Je pense qu'on aura une consommation moins gourmande. Alors pas moins gourmande, pas au sens de la saveur du gourmet. Vous voyez, j'aime bien manger, vous le devinez. Mais moins gourmande au sens moins consommatrice de ressources. J'aurais pu mettre moins prédatrice sur la nature, mais c'est trop engagé comme. Mais moins consommatrice de ressources. On fera beaucoup plus attention. On mangera plus végétal et moins animal, c'est clair. On fera de plus en plus attention à ça. Par rapport à des tas de visions de santé, de solidarité, d'éthique. Et l'agriculture sera de plus en plus naturelle. La façon dont on le conduira. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'on serait l'agriculture biologique partout. Du tout. Puis l'agriculture biologique utilise des pesticides, vous le savez. Donc, mais on va vers une agriculture plus naturelle. Ça me paraît, je me trompe peut-être, hein, mais ça me paraît évident. J'ai des interrogations. Est-ce que le commerce mondial des produits agricoles va continuer à monter? Ou est-ce qu'on va se replier les uns et les autres? Par rapport à l'histoire de la pandémie, par rapport à ces dimensions de bilan carbone, et tout, voilà. Et dans l'autre sens, le risque de famine, la solution, c'est le commerce. Voilà. Donc, ce point d'équilibre, où est-ce qu'il va se situer? Deuxième question qui, pour moi, est majeure, c'est à quelle vitesse la société va accepter le progrès scientifique partout, et en agriculture en particulier. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra donner aux agriculteurs, de manière raisonnée, mais est-ce qu'on pourra donner à l'agriculture tous les moyens que les connaissances permettent aujourd'hui pour produire davantage et de manière plus naturelle? Alors, je pense bien sûr à la génétique, ce qu'on appelle les NBT, dans l'argent, les New Breeding Technologies, qui ne sont pas des OGM. Mais il y a aussi plein d'autres éléments d'évolution des connaissances dont il faut que l'agriculture bénéficie et sur lesquels il y a un frein sociétal. Donc voilà, où va se situer le point d'équilibre? Et puis l'autre point qui me paraît aussi vraiment un point important, ce que j'évoquais tout à l'heure, comment on va s'organiser en France pour gérer cette gouvernance très locale des questions agricoles, agroalimentaires, alimentaires et environnementales? Je pense que c'est une vraie question. Et j'ai une conviction, c'est que la mutation agricole ou les mutations agricoles nécessaires demandent de la détermination. Donc il faut que les politiques tiennent bon, que nous, on accepte qu'on est nous, consommateurs citoyens,
qu'on ait bienveillance vis-à-vis des agriculteurs et des agricultrices, qu'on ait de la patience, parce qu'on fait un veau par enfin pas nous, mais la vache fait un veau par an. On sème 1 à 2 fois par an, parfois on peut semer 2 fois mais sur la même parcelle, mais c'est très lent. Et puis, alors je m'adresse à ceux parmi vous qui n'êtes pas agriculteurs, l'agriculteur, quand il change son système de production, il joue son casse-croûte. S'il se plante, c'est son revenu. C'est pas ça paye, mais c'est son revenu, ça paye. J'ai longtemps dirigé une entreprise de comptabilité. Quand on change le logiciel comptable, il faut 1 an de préparation psychologique des équipes. Et on pédale pendant 6 mois. Et pour le comptable, ça ne change rien, à part l'organisation de ces... Voilà. Et surtout, ça ne touche pas à sa paye. Okay. L'agriculture, c'est complètement autre chose pour changer. Donc il faut qu'on ait beaucoup de respect pour ça. Je suis un peu dur dans les termes, mais de la bienveillance et de la patience. Mais en même temps de la détermination. Parce que le monde agricole, et j'en suis depuis longtemps, on repousse toujours. On ne veut pas voir. On a mis 20 ans à comprendre que l'agriculture s'ouvrait sur le marché. On a mis 20 ans à comprendre qu'on avait fait des conneries sur l'environnement. Là, on n'a pas 20 ans. Donc il faut aussi y aller. Et nous, consommateurs, dans les choix d'achat qu'on fait, on a un rôle énorme pour soutenir l'agriculture et pour accompagner cette transition dans les choix, les choix d'achat que l'on fait. Et donc, moi, je suis absolument convaincu que l'agriculture est promise à un très bel avenir, qu'elle va changer, qu'elle doit changer, qu'elle est en train de changer, et beaucoup plus vite qu'on imagine, que c'est en train de se faire. Et pourquoi elle a un bel avenir ? Et on le voit bien ces temps-ci, on l'a bien vu avec la Covid, on le voit bien avec la question ukrainienne, qu'elle est au cœur de beaucoup de préoccupations de la société. Et donc en ça, moi, j'ai aucune inquiétude pour l'avenir. Enfin, j'ai aucune inquiétude. Je suis sûr qu'elle a un bel avenir. L'inquiétude, c'est comment on va faire, quoi. Comment on va faire ? Comment on va mener de pair l'évolution alimentaire, l'évolution technique de la production, l'évolution politique de l'accompagnement, l'évolution diplomatique dans les accords internationaux, comment on va arriver à mener tout ça côte à côte, de pair, quoi. Hein. Ça, c'est un sacré pari. J'ai dit souvent à ma fille qui est agronome, ça, c'est le pari de la génération qu'on te laisse, quoi. Nous, on a été la génération de la mondialisation, la génération du décollage technique de l'agriculture. Maintenant, il y a ce gros enjeu, mais je pense que l'agriculture est promise à un très, très bel avenir. Merci. Et donc, maintenant, on a un petit temps pour répondre à vos questions. Vous êtes dans le Jura, donc en terre d'élevage, bien évidemment. Je vous ai trouvé un petit peu dur quand même sur la partie animale. Et je suis toujours chagriné, moi, quand je vois des spécialistes de l'agriculture dans vos premiers slides là, qui reprennent à leur compte un décompte carbone qui me semble quand même qui me semble perfectible, dans le sens où le méthane de la vache, c'est embêtant parce que une vache, ça ne crée pas de carbone. Donc on a bien le bilan de la vache, mais c'est une erreur. Il faudrait faire au contraire le bilan du couple vache-prairie pour avoir quelque chose de cohérent. Et dans le graphique que vous avez montré, chaque fois qu'on dit il y a 40% des émissions de GES qui sont agricoles qui sont dues au méthane, on ne parle jamais de la prairie. Et une vache, surtout chez nous, ça ne vit pas sans prairie. Mais ça stocke, oui, la prairie, elle stocke. Ouais. 70% de notre territoire qui est en prairie en Franche-Comté. Donc voilà, juste si à l'avenir, dans les présentations, vous pouviez nuancer ces émissions, parce qu'elles me chagrinent. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais attention quand même. Ou alors je me suis mal exprimé, ça c'est possible aussi. Moi, je ne crois pas une seconde qu'il faut arrêter l'élevage. Hein. Je ne l'ai pas dit. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le département de la Manche, premier département laitier de France. Hein. Il y a pratiquement 2 fois plus de bovins que d'habitants dans le département de la Manche. Donc, mais c'est du lait. Donc, ça c'est clair. Ceci dit, on peut baisser la quantité de méthane émise par les vaches, par le troupeau. Il y a en gros, l'Institut de l'élevage dit au gros 20% c'est accessible sans trop baisser de 20%. Enfin, améliorer le bilan de 20%, oui, baisser de 20%. Bon, il y a des tas de choses sur lesquelles on peut jouer. Et la génétique, qui est aussi une voie porteuse. Pourquoi je dis ça ?
Parce que l'agriculture, elle stocke du carbone, c'est sûr. La prairie, attention. L'enjeu sur la prairie, c'est de ne pas déstocker. Mais il y a beaucoup de prairies, on ne peut plus stocker. Hein. Ce n'est pas infini, ça, le stockage. Hein. Non, mais tout à fait, je suis d'accord. Non, mais je suis un défenseur de l'élevage, hein, ça c'est clair. Mais il faut que l'élevage aussi bouge dans ses pratiques pour réduire ses émissions. Après, il y a sûrement parmi vous des producteurs de porc ou de volailles, même si vous n'êtes pas un grand département. La question, elle est plus embêtante sur les productions hors sol. Parce que pourquoi, de toute façon, il faut garder de l'élevage, qu'est-ce que soit ce qu'on pense, l'alternative de ne plus avoir de ruminants, c'est d'aller brouter, nous. Parce qu'il y a des zones sur lesquelles on ne va pas faire autre chose que de l'herbe. Hein. C'est plutôt une question. Gérard Bailly, ancien agriculteur. C'est la dernière question, là. Ancien agriculteur, mais fils continu, producteur de comté, mais aussi qui a été responsable de chambre d'agriculture, président et président de la chambre régionale. Je suis en grande partie d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais il me semble qu'il y a quand même deux secteurs sur lesquels vous n'avez pas s'appuyer. C'est l'indépendance alimentaire d'un pays et l'indépendance alimentaire énergétique. Et moi, je pense quand même que l'agriculture a un grand rôle à jouer dans tout ce qu'est l'énergie. Vous n'avez pas beaucoup parlé d'énergie. Aujourd'hui, comme l'actualité encore plus que jamais, mais aussi bien pendant la crise du Covid, mais aussi bien pendant la crise ukrainienne, mais aussi avec les problèmes alimentaires, je crois qu'aujourd'hui, les missions de nos gouvernements, c'est d'essayer de faire que son agriculture soit le plus possible productrice de ces grandes valeurs que sont l'alimentation et l'énergie. Et je pense que l'agriculture a un grand rôle à pousser sur cela. Je pense qu'on va avoir une diminution des rendements à cause du prix des engrais dans les années qui viendront, parce qu'ils ne vont pas baisser de si vite. Donc il va y avoir une diminution des rendements. Et puis il y a un besoin d'espace agricole, justement, comme je viens de le dire, pour les biocarburants et pour l'énergie. Moi, je pense que c'est deux points à ne pas oublier. Alors, l'actualité va nous le prouver. Oui, l'agriculture nous prouve. Alors, effectivement, vous avez raison, j'ai très peu parlé de l'énergie, je vous expliquerai pourquoi, et très peu parlé de la souveraineté, je vais vous expliquer aussi rapidement pourquoi, parce qu'on me fait signe qu'il faut qu'on arrive au bout de notre temps, mais rassurez-vous, je reste après un moment avec vous, donc on pourra échanger après la cérémonie. Bon, la souveraineté alimentaire de la France, j'en parle pas beaucoup, parce que personnellement, j'ai écrit là-dessus, je pense qu'elle n'est pas menacée. Du moins, si elle est menacée, ce n'est pas là où on le dit. C'est-à-dire qu'on exporte 40% du lait qu'on produit. On en importe aussi. On exporte le vin, je ne sais plus combien, 30 ou 40% de ce qu'on produit. Le cognac, 98%. Mais ça, c'est plus ça pour l'année. Enfin, c'est important. C'est bon le cognac, hein, mais les porcs, on est globalement légèrement déficitaire, mais on exporte des cochons et on réimporte des jambons. C'est quand même un monde, ça. Hein. Et la viande bovine, c'est le summum de l'INEPSI, puisqu'on est déficitaire globalement dans la viande que l'on consomme, on importe, mais globalement, si on prend les animaux vifs que l'on exporte, on est excédentaire. C'est-à-dire que si on engraissait et qu'on mangeait tous nos bovins, on est largement autosuffisant. Bon, voilà, on est. Mais donc, on a toutes ces capacités. Par contre, on a un gros danger, c'est en amont de l'agriculture. On importe plus de la moitié de nos engrais, on importe quasiment toutes les matières premières pour faire les pesticides, les produits de santé des plantes. Bon, on exporte beaucoup de semences, on est premiers exportateurs mondiaux de semences. Donc le problème, il est industriel. Quand je dis, voilà, il n'est pas agricole. On se comprend bien, il est en amont de l'agriculture. Et je me rappelle avoir fait un papier il y a 1 an et demi en disant que le vrai problème, c'était l'azote. Alors, je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Et que, de toute façon, alors l'azote, on en produit. Les phosphates et les potasses, on n'en a pas. Donc, de toute façon, il faut qu'on les achète. On ne va pas être autonome, on ne les a pas. Le pétrole, on ne l'a pas. Mais on a un plan de sécurité sur le pétrole. On a des stocks stratégiques. On a des contrats de long terme. Et je pense que sur l'azote, il faut qu'on fasse la même chose. Après, sur l'énergie, je suis pas très pointu sur la question énergétique. Non, mais j'entends bien. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la voie. Je pense que l'agriculture, elle est quand même avant tout nourricière. Hein. Je pense que la solution
vous savez qu'en 2035, les constructeurs n'auront plus le droit de vendre des voitures à moteur thermique. Ça répond en partie. Hein. Alors après, comment on fait l'électricité, comment on fait l'hydrogène vert, etc. Voilà. Mais par contre, là où je vous rejoins complètement, Monsieur le Président, c'est que c'est l'enjeu de la question énergétique. Ça, c'est clair. Je ne suis pas sûr que l'agriculture, mais là, c'est un avis personnel. Sur ce, je vais vous remercier et rendre la main à je ne sais pas qui. Merci, voilà. Merci Jean-Marie pour cette intervention extrêmement documentée et la qualité.